Alors les amis, imaginez un monde où 70% des personnes consomment quotidiennement une substance potentiellement toxique. Un monde où les attaques personnelles représentent 45% des interactions sociales. Imaginez un monde où la violence verbale est devenue le principal mode de régulation sociale. Alors ce monde-là n'est pas dystopique, celui que je vous présente là, mais c'est véritablement notre réalité numérique actuelle. Alors, imaginez par exemple dans un pays comme les États-Unis, 70% des adultes obtiennent leur information sur les réseaux sociaux. Donc, ils utilisent les réseaux sociaux pour obtenir de l'information. Malheureusement, ces réseaux sociaux-là, de nos jours, contiennent ce qu'on appelle une forme de violence systémique qui va véritablement affecter notre santé collective. C'est ce qu'on appelle la violence discursive. Alors, lorsqu'on parle de cette violence-là, ce n'est pas un simple dérapage comportemental, mais c'est véritablement un phénomène structurel qui va véritablement empoisonner notre environnement informationnel, notre environnement communicationnel et qui va véritablement compromettre notre capacité à débattre des sujets, sur des enjeux de société, sur des sujets d'actualité qui, normalement, nous devons être capables de débattre démocratiquement sur ces genres d'enjeux de société-là. Figurez-vous que il y a une étude récente qui a analysé près de 8500 commentaires sur des vidéos d'actualité et on s'est rendu compte que les attaques ad hominem représentent plus de la moitié des interactions dans ces vidéos-là. Et on va essayer de voir dans cette vidéo, c'est quoi ce phénomène-là, comment le comprendre, quel est l'impact que cela peut avoir sur la santé publique et comment est-ce que la santé publique devrait s'y intéresser pour essayer de prévenir ce qu'on appelle une catastrophe informationnelle, ce qu'on appelle la violence discursive qui a véritablement des impacts dangereux sur la santé publique. Bienvenue les amis, si vous nous rejoignez pour la première fois sur notre chaîne YouTube, enchanté, ici on parle d'actualité sanitaire, on parle de la recherche en santé, on parle des politiques de santé. Si tu es intéressé par ces différentes thématiques, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Je profite également pour vous rappeler, si vous êtes étudiant ou chercheur et que vous souhaitez vous faire accompagner pour l'analyse de vos données ou bien pour une formation sur un logiciel euh, que vous souhaitez maîtriser, vous nous contactez et nous mettons à votre disposition nos meilleurs spécialistes qui vont vous accompagner pour la tâche. Alors, pour ne pas perdre beaucoup plus de temps, on va passer directement à la vidéo, les amis. Aujourd'hui, comme je vous ai dit en introduction, on va parler de ce sujet qui concerne ce qu'on appelle la violence dissuasive. Déjà, on va voir euh, c'est quoi ce qu'on appelle la violence numérique. Et on va essayer de voir ces différents concepts, la violence dissuasive, attaque ad hominem. On va également voir l'impact sanitaire de ce qu'on appelle la toxicité numérique. Parce que, les amis, vous savez bien qu'aujourd'hui, notre monde n'est plus simplement physique, mais il est également numérique. Donc, on va essayer de voir comment est-ce que cela peut affecter sur le plan de la santé. On va voir également quels sont les mécanismes de régulation de ce phénomène-là. Donc, si vous êtes prêts, les amis, on va commencer directement avec la première partie euh, en parlant donc de la violence numérique et en voyant l'anatomie de cette violence numérique. Là, déjà, ce qu'on peut dire lorsque je vous ai parlé en introduction de la violence discursive, c'est une violence qui va consister à faire en sorte que, à travers notre parole, à travers nos paroles, nos dits, ok, on va imposer le silence à une personne. On va imposer à une personne déjà on va essayer d'intimider une personne. On va lui imposer du silence, ok, et on va même essayer de s'en prendre à cette personne-là simplement à cause de l'avis, de l'opinion de cette personne. Donc, lorsqu'une personne émet un avis, une opinion, la violence dissuasive, c'est cette violence-là qui va consister à répondre soit en écrit, soit en parole, mais dans le but d'intimider la personne, de la neutraliser, c'est-à-dire de lui interdire de parler, et également de porter atteinte à cette personne. C'est ce qu'on appelle la violence dissuasive. Et on va utiliser beaucoup ce thème lorsqu'on va voir, lorsqu'on va évoluer dans cette vidéo. Également, ce qu'on appelle la violence ad hominem, c'est une violence qui va consister
Alors, l'attaque ad hominem, c'est l'attaque qui va consister à s'en prendre à une personne plutôt qu'à ses propos ou à son opinion. C'est-à-dire, lors d'un débat, lorsqu'une personne émet une opinion ou un avis, vous n'allez pas vous attaquer ses arguments, mais vous allez plutôt vous attaquer à la personne. Donc, c'est ce qu'on peut pour être clair sur ces concepts-là, c'est comme ça qu'on peut comprendre ces différents concepts-là. Alors, c'est quoi la violence numérique? On va essayer de voir l'anatomie de la violence numérique telle que décrite sur cet article sur lequel je me base, je me fonde pour faire cette vidéo. L'anatomie de la violence numérique, c'est véritablement ce qu'on peut appeler les visages de la violence discursive. Et dans cet article, on évoque véritablement ces 7 visages-là de la violence discursive. Et c'est absolument incroyable. Allez, on y va. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle les attaques ad hominem, qui représentent véritablement près de 45% des cas. Imaginez, après avoir analysé ces 8500 commentaires, on se rend compte que les attaques ad hominem représentent 45% des cas. Donc ça, c'est le premier visage donc, de l'agression discursive, c'est le premier visage donc, de la violence numérique. On a dit, c'est les attaques ad hominem qui représentent 45% des cas. C'est la forme la plus répandue et qui vise directement la personne plutôt que ses arguments, comme je vous ai dit tantôt. Par exemple, lorsqu'on va appeler quelqu'un raciste républicain. Et là, c'est un article qui se base sur une étude qui a été faite aux États-Unis. Donc, vous allez voir, c'est les concepts américains qui sont utilisés. Alors, le deuxième visage, c'est ce qu'on appelle la disqualification logique, qui est utilisée dans 23% des cas. La disqualification logique, c'est lorsqu'on va, par exemple, se positionner comme détenteur de la vérité. Ok, on va par exemple dire, vous devez étudier avant de poster ce que vous postez. Ok, vous voyez, c'est-à-dire que on va essayer de disqualifier la personne qui est en train d'émettre son argument. Alors, le troisième visage donc, de la violence discursive, ce sont les menaces du contenu qui représentent 11% des cas. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus subtil et on va viser directement les propos de la personne. Ok, lorsqu'on va par exemple dire fake news, pour dire que ce que la personne dit est faux. Vous êtes d'accord avec moi que c'est ce qu'on devrait encourager, ce genre de commentaires-là qui attaquent beaucoup plus le contenu et non le porteur de message. Alors, le quatrième visage, c'est ce qu'on appelle la corruption morale qui représente dans cette étude-là 8 à 20% selon l'échantillon. Et ici, c'est l'invocation des principes moraux supérieurs pour délégitimer l'autre. Lorsqu'on va par exemple dire, si vous êtes vétéran, vous savez que vous ne pouvez pas dire ça. Vous voyez, on va utiliser des principes moraux supérieurs pour essayer de délégitimer une personne. Alors, le cinquième visage de cette violence discursive là, c'est les menaces physiques dans 3% des cas. C'est-à-dire, c'est la forme la plus extrême. Hein. Ce qu'on va dire par exemple, quiconque tente d'interdire les ARV méritent la mort par les moyens les plus douloureux possibles. Vous imaginez, on vous met un commentaire comme ça dans votre vidéo. C'est absolument inquiétant. Le sixième visage donc, de la violence discursive, c'est le contrôle spatial. Le contrôle spatial, c'est-à-dire, on va essayer d'exclure territorialement ces personnes. Lorsqu'on va dire, par exemple, retourner à la table des enfants, vous n'êtes pas un adulte pour parler. Vous voyez, on va essayer de contrôler les personnes pour mettre des frontières invisibles dans l'espace numérique. Le septième, c'est l'autocontrôle, c'est-à-dire, ça représente moins de 1% des cas, c'est-à-dire, on va mettre en place un retrait stratégique lorsque quelqu'un va vous dire dans votre vidéo, je ne vous parle plus, c'est épuisant, tout ce que vous dites, c'est un mensonge, pour essayer de vous contrôler. Alors ça, ce sont les 7 visages donc, de la violence discursive. Maintenant, en deuxième partie, comme je vous l'ai dit, on voulait bien voir ici, maintenant, quel est l'impact sanitaire que cela peut avoir sur, voilà, donc l'impact sanitaire, donc l'impact sur la santé publique de cette toxicité numérique, de cette violence discursive-là. Donc, déjà, ce qu'on peut voir sur le plan mental, ok, ce genre de violence-là va affecter les personnes sur le plan mental. Il y aura des traumatismes individuels et collectifs, c'est-à-dire, lorsque vous allez être exposé à ce genre de violence ad hominem, ça va générer un état de stress chronique qui va faire en sorte que votre santé mentale soit affectée, que en même temps, pour le créateur, ou alors le porteur de message principal pour lequel il y a des commentaires qui sont suscités, que même pour des personnes, voilà, des internautes qui vont simplement lire ce genre de message. Il y a des personnes qui peuvent véritablement avoir de la violence, voilà, être affectées sur le plan mental.
Et le deuxième point ici, c'est l'érosion de la cohésion sociale. Parce que vous allez voir, lorsqu'on va normaliser ce genre de comportement-là, ça va faire en sorte que il n'y ait plus il y aura un effet de contagion, c'est-à-dire les gens vont essayer de voilà de répéter cela et donc les attaques ad hominem lorsqu'elles vont devenir la norme, et on vous parle de 45% des cas des interactions, ça va devenir en fait des standards acceptables, ok, et donc tout le monde va essayer d'utiliser ce genre de stratégie là et ça va faire en sorte que il y aura une dégradation du discours civil qui va influencer sur l'engagement des personnes donc et la participation démocratique aux différents débats. Donc, un autre point, c'est également le fait qu'il y ait possiblement des inégalités de santé parce que ces différentes tactiques qui vont être utilisées là vont créer des barrières à la participation pour les populations beaucoup plus vulnérables, c'est-à-dire les gens auront peur même d'essayer de commenter et vous voyez que il y a des personnes spécifiques comme par exemple les femmes, les minorités ethniques, des minorités sur le plan de, voilà, par exemple les groupes marginalisés qui ne pourront plus se prononcer dans des débats publics parce que justement ils auront peur de subir ce genre d'attaque ad hominem là et qui ça va donc aggraver les inégalités en matière d'accès à l'information, en matière de participation civique. Et donc, un autre point, c'est également la pollution de l'environnement informationnel. Vous imaginez, les gens naviguent de plus en plus dans un environnement informationnel qui est beaucoup plus poli, où la désinformation et la violence sont les maîtres mots dans cet environnement-là. Ce qui fait en sorte que il n'y aura plus la possibilité pour les gens de prendre des décisions éclairées en matière de santé, en matière de santé publique, ce qui fait en sorte qu'il faut absolument mettre en place un système de surveillance. On va voir tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer voilà, de régler ce phénomène-là. Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport à l'impact sur le plan de la santé, les amis. Maintenant, il faut voir quelle intervention on peut mettre sur le plan de la santé publique. Déjà, il faut penser à faire ce qu'on appelle l'éducation en ce qui concerne la littératie en santé. C'est-à-dire, il faut mettre en place une littératie numérique en santé, éduquer les gens de façon thérapeutique. Parce que les études ont montré que lorsque on apprend aux gens à détecter déjà ce genre de violence discursive, de toxicité numérique, ok. Les gens, après, ces programmes éducatifs là permettent aux gens d'être beaucoup plus capables d'identifier déjà cela et de réduire leur vulnérabilité à ce genre de messages là. Et on a parlé tout à l'heure de l'impact mental que cela peut avoir sur ceux qui reçoivent ça. Donc ça peut être un point important, c'est-à-dire de mettre en place des programmes éducatifs, ok, sur la littératie numérique et thérapeutique. Également, un autre point important pour régler ce phénomène-là, c'est de mettre en place des systèmes de régulation sanitaire des plateformes. Par exemple, les gouvernements doivent traiter ces phénomènes-là, ok, en s'assurant que dans les différentes plateformes, il y ait un environnement sain, ok, notamment pour la santé publique, qui soit soumis à des normes sanitaires. Et donc, par exemple, lorsqu'on régule la qualité de l'air, la qualité de l'eau, ok, il faudrait également réguler ce qu'on appelle la qualité de l'information, la qualité de l'environnement informationnel. Il ne faudrait véritablement pas négliger cela. Et en tant que gestionnaire de l'infodémie, j'insiste beaucoup que on doit également considérer que l'environnement numérique constitue un domaine de l'environnement, comme l'air, comme l'eau, comme la terre sur lequel il y a des politiques de santé publique qui sont mises en place. Il faudrait également qu'on puisse intégrer cet environnement numérique-là et faire ce qu'on appelle, pratiquer ce qu'on appelle la surveillance informationnelle. Ça devait être le quatrième point que je voulais évoquer avec vous. La surveillance informationnelle, c'est-à-dire, tout comme on fait des surveillances épidémiologiques, il faudrait également faire des surveillances qu'on appelle la surveillance infodémique et qui va intégrer la surveillance de tous ces phénomènes-là. Donc, ça peut être des recommandations très intéressantes qu'on peut faire donc à nos autorités sanitaires, mettre la surveillance épidémiologique de la violence numérique, ok, former les professionnels de santé dans ce genre de champ-là, qui vont également intégrer la littératie numérique dans les programmes de santé, dans la formation médicale et tout ça, et que les politiques publiques préventives puissent également développer des campagnes de prévention primaire ciblant particulièrement les jeunes qui sont beaucoup plus exposés à ce genre d'éléments là. Donc ça, c'est les éléments que je voulais évoquer avec vous, les amis. C'est un article qui attire notre attention déjà sur l'environnement informationnel, l'environnement communicationnel, sur la violence discursive
et les attaques ad hominem et l'impact que cela peut avoir également sur la santé publique. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose de nouveau. Dites-moi les amis si vous avez des commentaires. Également, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.